Un autre sujet que je veux traiter avec toi aujourd'hui, c'est la neuro. Ouais. Et donc, comment toi, tu l'utilises et tu l'intègres dans la préparation physique. Pour commencer, comment est-ce que tu as commencé à apprendre par rapport à la neuro? Où est-ce que tu l'as découverte? Qu'est-ce qui t'a intéressé de prime abord? Et ensuite, comment ta pensée là-dessus s'est développée au cours du temps? En vrai, le 1er qui parlait le plus de neuro, c'est un de mes mentors. C'est sûrement mon mentor parce que je le suis toujours et que j'ai régulièrement beaucoup d'échanges avec lui et je le suis pour ça depuis 4 ans, c'était Julien Pineau Mmh. et il approchait un développement, neuro dans son système, même si c'était pas, ce que je vois aujourd'hui et je me dis enfin, il commençait à parler de certaines zones, par exemple, les zones du pied sur l'activation, ce qu'il sentait, tu sais, lui, il dissocie 2 chaînes de tension Mmh. et sur le côté mécanique, par exemple, il avait des pressentis comme quoi, tu restes sur l'intérieur du pied, beaucoup plus facile d'aller connecter, l'ischio-inter avec le grand fessier, avec les obliques et avec le bas des pecs. Voilà. En fait, en gros, imagine tout ce qui permet de se recroqueviller, imagine tout ce qui permet de faire un health sit hold. Voilà, tous ces muscles-là liés à l'intérieur de ton pied. Mmh. Tous ces muscles-là en position de pousser sur le bench, liés à l'intérieur de ton, au-dessous de ton pouce. Mmh. Donc, il commençait à jouer avec ça, il commençait à lire pas mal de trucs sur la neuro parce qu'il était fan de Carl Fredstone et lui, enfin, il était très orienté sur le système nerveux et le développement du système nerveux. Ça, on pourra en parler, mais c'est un truc dont je me sers beaucoup maintenant pour justement l'assessment des mecs en plein entraînement, voir qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire. Et de fil en aiguille, je commence à converser avec des mecs, dont Anto Baptiste, qui est un des gars qui est à Perpignan, et qui me dit faut que tu viennes faire l'Institut IP. Donc là où il y a Seb Zimmer également qui est là-dedans, vu il est suisse. Mmh. Et quand j'ai été voir Matt, et qu'on a fait le niveau 1, après j'ai fait le niveau 2, là on attend pour passer pour le niveau 3 parce qu'ils n'ont pas arrêté de le De reporter. repousser, ouais. J'ai commencé à voir des trucs qui me branchaient de ouf avec ce que j'avais vu avec Pinot, ce que j'avais vu avant aussi avec d'autres mecs, mais vraiment, je me dis, putain, et c'est comme si là, j'étais passé un petit peu à côté d'une info. L'info, c'était, moi, je m'occupais beaucoup de réathlétisation, mais dans un parcours comme le CrossFit, tu vois une masse de gens incroyables passer sous ton cours comme ça. Tu coaches 3 cours, tu as peut-être vu 40 à 60 personnes si vous êtes beaucoup de coachs dans la séance, mais tu peux avoir une quinzaine de personnes dans ta séance, tu fais 3-4 cours, tu as quand même vu un paquet de monde. Et tu vois des trucs incroyables. Tu vois des shifts au squat qui n'existent pas dans la. Enfin, tu pensais même pas voir de ta vie. Tu vois des rotations, tu vois des trucs qui manquent. Tu vois des gens, ils ont une barre sur les épaules, elle est déjà pas droite et tu les regardes, tu as quand même l'impression qu'ils étaient droits dès le départ, etc. Et ça a démarré comme ça. Et je me suis beaucoup intéressé donc du coup à la posturo. La posturo et la neuro, c'est très imbriqué. Mmh. Et forcément, donc après, je suis parti du côté de la posturo me former et c'est pas fini. Mais la neuro, c'était vraiment le développement que tu as eu pendant ton enfance va permettre quand même de prédire vachement ton comportement athlétique ou musculaire plus tard. L'idée que si tu as, oublié une des phases de développement de l'enfance où tu l'as passé trop rapidement, par exemple, tu n'as pas passé assez de temps à quatre pattes, tu n'as pas développé la coordination de tes mains et de tes pieds pour avancer. Tu sais, même quand tu es debout, quand tu marches, tu as, ce qu'on appelle une espèce de. C'est ce qu'ils appellent. Tu as un profil neurologique de la démarche où tout est, mince, comment on dit ça? Tout est croisé. D'accord, ouais. C'est-à-dire que quand tu avances ton bras, Mmh. il y a ta jambe qui est croisée de l'autre côté. Et chaque articulation, semble-t-il, a au niveau des neurones quelque chose à voir avec l'autre qui est en face. Donc, ton poignet, c'est forcément en rapport avec ta cheville de l'autre côté. Ton genou est forcément en rapport avec ton coude de l'autre côté dans Mmh. la démarche. Le comportement de ton épaule a forcément à voir avec ta hanche de l'autre côté, ta hanche de l'autre côté. Et quand tu commences à avoir ces trucs-là, donc si tu as passé assez de temps à quatre pattes, tu as développé une sangle abdominale qui répond à la gravité, tu as commencé à apprendre à soulever les genoux pour accélérer, donc tu as forcément ces grands droits qui commencent à être beaucoup plus forts, tu as cette courbure lombaire qui commence à exister et tu as cet enchaînement inter-exter au niveau de l'avancée du. Tu poses le bras pour avancer à quatre pattes, tu tires ton bras en arrière, tu passes par-dessus, tu as forcément cette coiffe de rotateur qui se développe Mmh. en rotation interne et rotation externe, parce que c'est la base de ce développement-là. Et d'un coup, bah, tu vois en vidéo des enfants, des mecs, j'allais dire, des enfants
qui n'ont pas fait de quatre pattes, ou alors qui ont dans le rampé. Le rampé, c'est résistance à la gravité, mais d'un coup, tu as forcément l'utilisation de tes abdos et la flexion de ta hanche pour venir écraser l'intérieur du pied et pousser sur cet intérieur du pied, un peu en grenouille là. Mmh. Et forcément, le développement de la sensibilité de ton gros orteil va être corrélé au développement de ton grand fessier. Et neurologiquement, et c'est ce que ça m'a apporté au niveau de Matt Boulet, c'est de comprendre qu'il y a d'abord des entrées sensorielles, tactiles, vestibulaires et proprioceptifs qu'il faut avoir développé. Si tu n'as pas développé cette propriété tactile sur le gros orteil, par exemple, en rampant à trois pattes ou en faisant du quatre pattes en rampant à trois pattes ou en faisant du quatre pattes de manière très écourtée, Mmh. forcément, eh ben, ça va se répercuter sur ton développement athlétique. En plus, ton développement cognitif, parce que le lobe frontal gère les informations et doit les redistribuer. Donc d'abord, il faut qu'il y ait une entrée qui soit très claire pour que la sortie soit très claire. Et plus maintenant j'avance dans les cours et plus je vais chercher les autres cours. Donc il y a d'autres mecs, il y a un mec qui s'appelle Dr Kobe qui travaille beaucoup sur tous les différents systèmes neurologiques et dont rien que déjà les capacités de tes mécanorécepteurs à définir une bonne cartographie de ton corps, Mmh. rien que ça, c'est des trucs qu'on devrait implémenter dans n'importe quelle séance. Mais le problème, c'est que vu qu'on a trop fait le parallèle posturo, neuro, on est toujours en train de dire oui, parce que le mec va mieux se porter, c'est ça, oui, la neuro, la posturo, on a compris, c'est que les mecs ils devraient être axés, blablabla. Non, en fait, plus un corps est apte à définir où sont ses extrémités et plus elles fonctionnent bien. C'est-à-dire que est-ce que tu es capable de bien contrôler tes poignets? Est-ce que tu es capable de bien isoler tes mouvements? En fait, Mmh. tout ce qui pourrait se rapprocher un petit peu de ce que faisait Ido Portal, plus tu as ça, plus tu es capable ensuite de. Donc, la représentation de ton corps est déjà beaucoup plus claire sur ton cerveau. Et si elle est plus claire, d'un coup, tu as plus de force, tu as plus de mobilité, tu as plus de précision. Donc, viennent ensuite ouais, tous les systèmes de gestion des vitesses, Mmh. l'intégration des yeux, etc. Donc, tout ça, c'est autant de sens que tu peux développer de manière séparée Mmh. pour mieux les réintégrer ensuite. Et je regardais la neuro parce que je regardais un petit peu ce que fait le mec à Toulouse, là, AB Donzag ou je sais pas quoi, c'est un Sudaf OK. qui travaille les skills et qui travaille la réaction. Et je trouve ça génial. Et il y a pas mal de mecs maintenant qui font beaucoup de trucs de réaction avec les balles, etc., contre le mur. C'est bien. Mais si tu vois Matt Boulet en séminaire, tu comprends qu'en fait, ça, c'est l'output. C'est l'utilisation de tes capacités telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc, du coup, est-ce que dans le sport de haut niveau, on ne pourrait pas passer une heure d'une journée, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire des autres heures de journée pour ces sportifs de haut niveau-là. C'est qu'on a l'entraînement du matin, l'entraînement de l'après-midi, on fait chier tout le monde en vidéo 4 heures, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où, avec les bons coachs, tu ne peux pas améliorer le comportement de l'athlète parce que tu as amélioré justement sa cartographie. Mmh. Et si tu améliores la cartographie, déjà, tu as des meilleurs rendements parce que tu as un output qui est plus fort. Et aussi, tu as, des capacités qui augmentent, tu as des ressources qui augmentent. Avant, ça se trouve, sans le checker, tu étais tout le temps en train de faire la même rotation pour compenser un manque de capacité de ton bras à partir loin de toi. Je ne sais pas, sur une passe, par exemple. Mmh. Ou alors, tu avais un réflexe tonique asymétrique du cou qui n'a jamais été bien intégré quand tu étais enfant. C'est-à-dire que quand je te bouge la tête, il y a tes bras qui suivent. Si tu arrives à atténuer ce réflexe et qu'en plus, après, derrière, tu arrives à améliorer le comportement de ton bras droit qui n'a jamais été ton bras fort, au lieu de dire à un mec, tu vas faire 150 passes à droite jusqu'à que ça vienne. Ce que je trouve plutôt pas con parce qu'au moins, il a bossé. Et tu es obligé de faire des gammes tout le temps. Si tu commences à pouvoir lui faire isoler le comportement de sa main, jouer avec le comportement de ses mécanorécepteurs du poignet, de son, de son coude, de son épaule, si tu commences à lui faire intégrer au niveau tactile différentes sensations avec les balles, les pics, etc. Si tu commences à lui faire jouer son système vestibulaire en le mettant yeux fermés, boum, résister à des pressions, à lui demander d'essayer de se retrouver dans l'espace les yeux fermés et à améliorer toute l'imagerie qu'il a de son propre corps, forcément, le mec va avoir une capacité de mouvement qui va être complètement autre. Et la capacité de son lobe frontal à gérer toutes les informations qui se croisent, parce que les informations sont croisées quand elles rentrent, main droite, ça part sur cerveau opposé, Mmh. forcément, la sortie est plus rapide, c'est plus clair. Et Ouais. ça serait juste pour l'enjeu du sport.
est-ce que tu pourrais mieux te comporter avec une balle? Parce que c'est bien beau de jouer avec la balle, c'est OK de jouer avec le mauvais côté, mais est-ce qu'on peut donner les ressources physiologiques nécessaires à partir de la neuro à quelqu'un pour qu'il améliore tous ses comportements? Et ça, je Mhm. pense que oui, on commence à le voir dans le golf et dans le tennis. Le- le- Le, le- vas-y. Excuse-moi de te couper, ce à quoi ça me fait penser quand tu parles de Ouais, cartographie, ce qui est fascinant parce que le parallèle, je pense qu'il est quasiment parfait, c'est quand tu parles et ça c'est vrai à mon avis dans la préparation physique, c'est vrai surtout pardon, la préparation sportive, on va dire, l'équipe l'équipe au sens large avec le staff, etc., qui a la représentation de la réalité la plus exacte va gagner. Dans le sens où si ta carte, elle est juste, si ton modèle, il est ouais, juste, tu vas te préparer pour entre guillemets, ce qui est vrai, et donc tu vas gagner. Et le parallèle que je vois avec ce que tu dis là au niveau de la cartographie du cerveau, Brain Maps en anglais, j'essaie de trouver le titre du livre, je ne me rappelle plus, il y en a un qui est absolument excellent sur le sujet, où il parle justement de cette cartographie et de quelle proportion de quelle portion de ton cerveau gère telle ou telle portion de ton corps, notamment par exemple les mains. On va dire une carte qui est associée aux mains qui est beaucoup plus grande que celle par exemple du coude, qui est ouais. normale. Mais donc on pourrait faire le parallèle que si tu as une meilleure cartographie de ton propre corps, et ben, bien sûr, comme tu l'as dit, tu auras plus de contrôle, tu auras aussi moins, certainement aussi moins, et tu me corrigeras si c'est faux, mais moins de tendance de douleur aussi, dans le sens où quand ton cerveau, la douleur, et voilà, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, mais la douleur, c'est une des stratégies que ton corps a pour t'empêcher d'aller faire des choses qui sont potentiellement dangereuses pour toi. Quand tu ne Clairement. connais pas un endroit, ton cerveau il va dire c'est dangereux, vas-y pas. Alors Mm. que si tu apprends à mieux le contrôler, à mieux le cartographier, tu vas potentiellement avoir plus de contrôle et donc potentiellement éviter certains problèmes, que ce soit douleur ou de restriction de mouvement derrière. C'est juste? Ouais. Ouais, c'est clair, ouais, c'est complètement ça. Et ce que je disais tout à l'heure, quand on voyait les mecs avec des shifts énormes, etc., au squat, Mhm. et ben, en fait, quand j'ai commencé à lier les deux mondes, enfin, de Julien et de Matt, moi, forcément, ça m'a amélioré mon coaching. Et j'écoutais un mec, Francis Le Tourneau, la dernière fois dans un autre podcast, un Canadien justement, Ok. et qui a fait du gua sha parce qu'il avait un problème de réaction avec un type. Mais tu vois un mec qui a un shift au squat qui est énorme. Forcément, il y a peut-être une zone qui a été complètement sous-exploitée quand il était gamin. Donc, notamment, bah, ce fameux rampé ou ce fameux rampé, il a la jambe gauche qui n'a jamais rampé. Donc, toute la face interne du pied, elle réagit à aucun stimuli. Va chercher derrière, ça se trouve, il a un réflexe de Babinski qui n'est pas intégré. Enfin bref. Mais si tu vas stimuler cette face inter, tu améliores d'un coup la possibilité d'intégration enfin, tu améliores l'entrée et forcément, tu améliores l'exté. Si derrière, tu comprends que cette phase-là, elle est forcément relayée à la partie intérieure de tes ischios, le grand fessier, tu vas commencer à pouvoir développer des stratégies. Et c'est ce que j'aimais bien avec Julien, c'est qu'il était complètement à l'opposé du spectre. Lui, il utilise le mouvement pour créer de la tension et c'est de l'information proprioceptive qu'il développe parce que là, lui, il n'est pas en train d'utiliser le tactile pour développer l'entrée, même s'il y a du proprioceptif chez Matt. Mais c'est vraiment là, pour lui, le muscle qui doit se connecter au cerveau et donner une information. Ce qui est très dur à obtenir d'ailleurs. Mais la plupart du temps, nous, on a des mecs qui font des calculs et qui t'expliquent qu'il y a un ratio, il y a des ischios, ils servent à ça et puis c'est tout, quoi. Ils servent à la flexion, extension et merci, au revoir. Alors que tu vois bien qu'il y a des tensions et des rotations qui se créent. Et justement, tu peux avoir un adducteur beaucoup trop fort parce que ton ischio intérieur ne fait pas le taf. Et à partir du moment où tu as toi-même, tu as cette carte du mouvement, tu sais que les mouvements accessoires que tu vas donner à ces gens-là sont plus les mêmes. Mhm. Parce que ça, c'est le truc qu'il n'y a pas forcément ou que les gens n'ont peut-être pas en posture, mais c'est une chose de vouloir recalibrer la personne. Mais si cette personne, elle a vécu 20 ans avec ces déséquilibres-là, elle a créé une espèce de Porsche de haut niveau, mais qui est un peu branlante, mais elle a Mhm. quand même créé une Porsche de haut niveau. Réintégrer, c'est bien sur le neuro, mais à un moment donné, est-ce que biomécaniquement, physiquement, C'est maintenant, intégré. Ouais. ouais, et le cerveau sait qu'il y a les ressources musculaires nécessaires pour l'utiliser. Mhm. Sincèrement, quand à chaque fois je pars sur le mécanique, et que tu développes des stratégies, j'ai toujours vu et j'ai toujours cherché un petit peu les points communs entre les mecs qui m'intéressaient. Et tout à l'heure, je parlais de Carl Dietz, mais Carl Dietz disait un truc, il disait, bah, ouais, sur le squat, j'ai toujours demandé au mec de lever le gros doigt de pied sur la descente, mais sur la remontée, je veux qu'il griffe le sol avec le gros doigt de pied. Et Carl Dietz, il a parce que justement,
meilleure utilisation du psoas en flexion de hanche sur la descente. Sur la remontée, boum, utilisation du grand fessier pour passer la première partie justement sur l'élévation des hanches par rapport au reste du corps et utilisation forcément du gros fessier pour connecter avec ça. Et Pinot disait toujours, bah, voilà, à un moment donné, dans la descente, s'il y a un souci mécanique, il y a forcément un problème avec grand fessier, hanche et psoas. Et nous, à chaque fois que tu entends les mecs, c'est il y a forcément un problème avec les genoux qui ne vont pas assez vers l'extérieur à la descente et à la montée. Pousse les genoux vers l'extérieur. Et tu es là, mais non, parce que le premier mouvement est une flexion de hanche. Donc forcément, et donc c'était intéressant. Et je crois que Stéphane Cazot en a parlé dans un podcast de Seb Zimmer aussi. Donc d'un coup, tu sais que pour descendre en bas d'un squat, il ne faut pas juste résister à la putain de barre qui est en train de t'embarquer en bas. Il faut un mouvement qui permette ta flexion de hanche. Fléchisseur de hanche, psoas. Est-ce que les mecs ont des psoas? Ouais, le psoas est verrouillé. Psoas verrouillé, si psoas verrouillé, derrière, tu ne peux pas avoir un fessier fort. On dit souvent qu'un muscle qui court, c'est un muscle qui est faible. Donc forcément, nous, on va étirer les psoas. Ben non, en fait, gros, parce que si ce muscle-là est court, il est faible. S'il est faible, il doit être renforcé dans la longueur nécessaire que tu as besoin d'obtenir. Et j'avais discuté une fois avec Glassman quand il était encore à CrossFit. On a mangé avec lui. Et franchement, c'était un très bon moment. Et il nous parle d'un test qu'il avait fait chez un gymnaste. Et me dit, le mec avait jamais fait de clean. Par contre, ce gymnaste-là, il tenait 2 minutes 30, 3 minutes en held sit hold sur des parallettes. Imagine-toi tenir une position parfaite de parallèle en held sit hold. Ça nécessite quel muscle? Ça nécessite tous les muscles de la tension interne de Julien Pinot. Ça nécessite intérieur ischio, psoas très fort, parce que chez des mecs qui vont faire du held sit hold et qui n'ont pas de psoas, tu vas voir les genoux qui partent vers l'extérieur et qui montent. En fait, tu es en train d'utiliser des muscles de la cuisse qui sont fléchisseurs des quadris et qui ne vont pas bien travailler. Donc forcément, ce mec-là, il était énorme, ceinture abdominale énorme. Bon, forcément, les épaules, il les a. Et d'un coup, il le monte sur du clean. Et le gars dépasse les 100 kilos dès le départ, 110. Et là, il monte à 120 et ils l'ont arrêté parce qu'ils ont dit, OK, c'est dangereux. Un mec qui ne connaît pas bien le mouvement et qui est capable, avec cette extension de hanche, à partir de cette flexion de hanche-là, d'aller très haut, c'est dangereux, on va l'arrêter là. Mais il y avait un point commun entre tous ces mecs-là. C'est qu'il y avait cette capacité à reconnaître dans la flexion de hanche les mêmes muscles et à reconnaître dans l'extension de hanche les mêmes muscles nécessaires à la production du mouvement. Et chez Carl Dietz, et chez Pinot, et chez Glassman. Et quant à ça, ces trois mecs, ils l'expliquent peut-être pas de la même manière, mais en fait, ils ont vu le même truc. Et c'est ça qui est très fort chez un préparateur physique, parce que c'est bien beau que tu sortes tous les trucs que tu as appris, soit avec les kinés, soit sur Instagram, parce qu'il y a de plus en plus de kinés qui vulgarisent les choses. Mais parfois, ça ne répond pas à la réalité motrice du mouvement. Alors que chez ces mecs-là, un mec qui a coaché de la gym pendant je ne sais pas combien d'années, t'inquiète qu'il en a compris des trucs au niveau mind-muscle connection. Ouais, parce qu'un temps passé en ISO comme ça, tu as compris beaucoup de choses. Il y avait une anecdote très, très similaire son nom m'échappe, c'est Gymnastic Bodies, tu connais certainement. Chris Sommer. Merci, Chris Sommer, qui parlait des gymnastes qui arrivaient et qui n'avaient jamais fait de overhead press et qui poussaient poids de corps et demi sur leur première séance. Comme tu as dit, je pense, et j'avais Thibaut Souberia sur le podcast qui parlait de ça, de cette intégration de la préparation physique et du sport de la gymnastique, où c'est vraiment cet aspect est complètement intégré. Et comme tu as dit, le contrôle nécessaire qui est requis pour exceller dans le sport de la gymnastique, qui fait que tu peux pas te permettre de laisser quoi que ce soit de côté et tu dois avoir contrôle sur tous tes systèmes, toutes tes chaînes, tous ces différents paramètres-là si tu veux être bon dans le sport, ce qui a un transfert énorme sur toutes les autres disciplines après. Ouais, c'est clair. Tout à l'heure, je pensais à Caliès quand je reparlais des psoas, mais tu vois, lui, il n'a pas de gymnaste, il a des mecs de la NFL, des mecs du hockey, des producteurs de puissance énormes. Et sur le psoas, il disait la même chose. C'est-à-dire qu'il te disait, j'ai deux mecs et ils ont des perfs au squat et ils ont des perfs en vitesse. Et il disait, plus j'arrive à activer le psoas, donc à mieux activer les fessiers, à allonger ce psoas, plus j'arrive à avoir des performances athlétiques qui sont plus importantes. Parce que d'un coup, le quadriceps diminue un petit peu en taille. Et donc, il disait, forcément, mon quadriceps est moins compensateur de mon psoas, de l'activité de mon psoas. Le psoas vient s'ancrer dans la réalité motrice de la hanche. Et d'un coup, ça te fait un mec qui est plus explosif, qui est plus fort en squat. Et forcément, quand tu regardes la gym, et c'était Pinot qui m'avait fait découvrir ça, mais
La gym, c'est le contrôle moteur par excellence. Et tu disais beaucoup d'isométrie. Isométrie, c'est le contrôle. Tu peux forcément dissocier des parties de mouvement. Par exemple, l'haltérophilie, il y a toujours ces mouvements d'explosivité. Et les mouvements d'explosivité, c'est exactement à l'inverse de là où va la gym. Tu vois un haltérophile, au moment où du clean, il y a une extension, la triple extension. Tu vois cette ouverture, tu vois ce truc, où tu vois le moment où il jerk, ça c'est probant, c'est la fameuse tension externe, c'est tu te mets sur les lombaires, tu es un petit peu en arrière et tu vas commencer à éloigner la barre de toi. Donc en fait, tu es en train de créer un mouvement qui s'éloigne de ton propre centre du corps, ton nombril. Tu verras toujours ce départ de mouvement. Mais quoi qu'il arrive, au moment où il faut stabiliser, quand la barre est overhead et au moment où il faut stabiliser, il faut un engagement de toute la chaîne de tension interne. Et c'est toute cette chaîne de tension interne où les gymnastes ils sont très forts. Deltoïde antérieur, énorme. Donc épaule de toute façon énorme, mais pec énorme. Alors qui ne touche jamais au développé couché, mais parce que isométrie, etc. Et là, d'un coup aussi, tu peux cartographier une réalité musculaire avec des contractions musculaires équivalentes. Et tu sais que voilà, le moment où tu as le moment où tu dois être le plus explosif possible, tu vas peut-être t'éloigner du pattern de la gym, entre guillemets, parce que tout est contrôlé dans la gym. Et que plus tu as un corps qui est de base développé comme un gymnaste, tu as les outils nécessaires au contrôle de tout mouvement, que ce soit à son départ, en étant gainé, ou à son arrivée, en réceptionnant et en regainant à nouveau la partie nécessaire. Parce qu'à chaque fois que tu vois même un mec qui fait du jerk, etc., vouloir stabiliser, d'un coup, il y a une fermeture. Tu as une fermeture, tu as un engagement des pecs, tu as un engagement des abdos différent, tu as une face sur la tête qui devient différente, genre le mec souffle, il est en réception, il est en contrôle. Et d'un coup, tu vois des gymnastes s'entraîner parce qu'ils ont toujours ce truc-là, parce qu'ils doivent tout faire de manière isométrique et contrôlée, ils sont tout le temps dans le contrôle. Donc en fait, tu sais que si tu veux polariser ton entraînement, il va bien falloir que tu passes par la gymnastique et par apprendre aux mecs à créer des mouvements explosifs. Et en plus, après, dans le développement athlétique, apprendre à dissocier leur bassin de leur haut du corps. Parce que ça, c'est le problème. Si tu as déjà fait du rugby avec des gymnastes de haut niveau, moi, il y en a certains qui ont fait le pas. En fait, leurs épaules ou leur bassin dictent également là où va aller le reste du corps. Donc là, forcément, eux, ils ont un problème de dissociation haut-bas, dans le sens appui contre appui, dribble au foot. Ils ont jamais appris à courir, quoi. Ouais, et faire un tic-tac, quoi, comme on appelle au rugby. Mais pour tout le reste, tu sais que là, il y a une plus-value à développer quelqu'un sur l'isométrie et sur les anneaux. Quand je donnais des cours en BPGEPS, il y avait un petit gars là, qui faisait du street workout et il faisait beaucoup de trucs de planche au sol et tu sais, il monte, il est sur les doigts, c'est un ninja le gars. Et il a toujours eu un haut du corps énorme, mais il s'était jamais entraîné à des trucs comme le développé couché. Donc lui, quand ses bras ils sont tendus, son court biceps il est très fort pour relier le reste du corps au pec. Un peu comme les snatchers haltérophiles asiatiques. Très mobiles et ils font beaucoup d'exercices tirés de la gym. Donc lui, beaucoup de tension, beaucoup d'iso. Il est arrivé sur le développé couché, le mec est monté à 180 kg. Est-ce que tu pourrais me dire l'inverse d'un mec qui fait 180 kg au développé couché? Pas sûr. Je vais dans la gym, je vais prendre un mec qui fait 180 kg au développé couché. Maintenant, je vais lui demander de me faire des trucs de ouf en ISO. En général, ils ne sont pas construits comme des gymnastes, ceux qui poussent Sont 108 pas à la salle. Ouais. Non. Et je ne dis pas qu'il y en a qui sont incroyables et qui savent faire d'autres trucs, mais Bien sûr. là, tu as une idée du développement musculaire que tu peux prendre en mettant d'abord les bonnes bases en place. C'est clair. Et c'est à ça que ça me fait penser le côté neuro un peu de Pinot dans le développement musculaire et le côté de Matt Boulet qui donne des trucs de OK, peut-être qu'en fait, je suis en train de patiner de ouf sur des mecs, alors qu'en fait, il suffirait juste que j'aille voir un petit peu plus du côté de la neuro pour éliminer les problèmes parce que la commande du muscle, c'est d'abord le cerveau qui la demande. Mais elle dépend de l'entrée et ensuite, elle dépend de la capacité à faire briller. Tout à l'heure, tu disais que les mecs regardaient la map du cerveau. Et justement, tu as des neurones miroirs. Donc, en fait, si tu as du mal à activer par exemple, on va dire l'articulation du poignet, tu vas peut-être aller chercher avec ta cheville à faire la même chose. Parfois, quand tu essayes d'isoler n'importe quelle articulation, tu vas voir que les gens ils essayent de le faire avec la langue à côté ou ils essayent de le faire avec la tête. Ça, c'est une démonstration comme quoi cette zone du cerveau n'est pas assez activée pour eux pour être efficiente dans le mouvement que tu veux réaliser avec cette partie du corps. Et à côté, tu sais qu'en neuro, quand ils ont du mal avec les grands blessés, etc., à activer une zone du corps,
ils vont aller regarder la zone qui est juste à côté dans le cerveau. Donc, ça se trouve, tu vas faire un mouvement qui est totalement con à côté, mais en le répétant, tu vas tellement allumer la zone autour du cerveau qu'à un moment donné, elle va toucher l'autre et tu vas à nouveau avoir accès à une partie de ton bras que tu ne pouvais plus bouger depuis un accident et tout. Donc, je pense qu'en prépa, on peut s'en servir pas mal. Il faut juste qu'on ne soit pas trop con.